Les mauvaises langues aussitôt racontent qu'apprenant le désastre au cours d'une partie de tennis, le tsar se serait contenté de dire « Qui continue la partie ?» À l'été 1905, le président Theodore Roosevelt offre ses bons offices et des pourparlers de paix s'engagent à Portsmouth dans le New Hampshire. Une issue honorable est trouvée, mais les petits singes japonais, comme Nicolas les appelle dans son journal, ont humilié l'ours russe. La paix a été obtenue, mais à un prix très élevé. La paix civile sera encore plus difficile à rétablir. Au printemps 1905, des foyers insurrectionnels se sont allumés un peu partout. À l'été, il y a eu la révolte du cuirassé Potemkin. À Saint-Pétersbourg, les usines ferment les unes derrière les autres. Bientôt, en octobre, la grève est générale. La révolution de 1905 est en marche. On fait appel à la troupe, dont l'intervention ne fait que durcir la détermination des grévistes et les exigences des plus radicaux. Bientôt, l'empire des tsars chancelle. L'empereur devait faire un choix, ou essayer d'écraser l'opposition en faisant intervenir l'armée massivement, ou faire des concessions pour se concilier les modérés. Le 17 octobre, dans le salon d'honneur du palais Peterhof, Nicolas II signe un manifeste constitutionnel garantissant les libertés publiques et instituant une assemblée élue au suffrage universel. Le tsar reste le tsar, mais il ne sera plus le monarque absolu, l'autocrate. 17 octobre. Avec l'aide de Dieu, j'ai signé. Ma consolation est que ceci est la volonté du Seigneur. Mon espoir, que cette décision permette à ma chère Russie de sortir du chaos où elle vit depuis presque un an. Nicolas. En instituant le premier parlement russe, la Douma, Nicolas II et son entourage espèrent avoir gagné du temps. Et en avril 1906, le tsar et la tsarina se rendent au palais d'hiver pour l'inauguration solennelle de la première Douma. Après avoir emprunté l'escalier d'honneur, le cortège se rassemble dans le grand salon Saint-Georges, où Nicolas prononce quelques mots de bienvenue. Puisse être exaucé mon fervent espoir de voir mon peuple heureux et de transmettre à mon fils un État plus puissant et plus éclairé. La Russie connaît enfin ses premiers partis politiques autorisés et ses premières joutes parlementaires. Mais le pouvoir n'est pas habitué à un régime constitutionnel. Lorsque la Douma déplaît au tsar, on dissout la Douma et on en convoque une nouvelle qu'on espère plus complaisante. Stolypine, le premier ministre choisi par Nicolas II, est un homme à poigne qui n'hésite pas à faire pendre les terroristes. La cravate de Stolypine devient tristement célèbre. Dès 1906, les révolutionnaires ont cherché à l'abattre. Un colis chargé d'explosifs et ventre sa maison, mais Stolypine se tire indemne de l'attentat. 5 ans plus tard, alors qu'il accompagne le tsar et la famille impériale en visite officielle à Kiev, Stolypine, que l'on voit ici dans le cortège, sera tué à l'opéra le même soir sous les yeux de Nicolas. Il a tourné le visage vers moi et a fait le signe de croix en l'air avec sa main gauche. Sa main droite et son uniforme étaient tachés de sang. Olga et Tatiana ont tout vu. Tatiana a beaucoup pleuré. Les grandes duchesses sont très chères à leurs parents, mais elles doivent laisser la préférence à Alexei, l'héritier présumé. Lui emboîte le pas partout à son père, alors que ses 4 sœurs ferment la marche. Dans la famille, on les désigne sous un nom collectif. Otma, formé des initiales de leurs 4 prénoms, Olga, Tatiana, Maria et Anastasia. Chaque été, le grand bonheur de Nicolas est d'emmener sa famille en vacances sur la côte de Crimée. Il a fait reconstruire le palais Livadia. Et c'est là qu'à l'automne 1911, un grand bal est donné pour les 16 ans de la grande duchesse Olga. Olga porte sa première robe du soir et une parure offerte par ses parents, un collier de perles et de diamants et une broche assortie.
Toute la haute société russe qui passe chaque été ses vacances dans de somptueuses villas en Crimée a été invitée. Il est permis d'oublier un instant les soucis et les larmes. En 1912, le régime impérial célèbre avec une pompe retrouvée le centenaire de la victoire sur Napoléon. L'époque est prospère et pacifique. La production industrielle augmente et le progrès technique se répand aux quatre coins de l'Empire. Mais il y a un domaine où les progrès ne sont pas suffisamment rapides. On ne sait toujours pas traiter l'hémophilie. L'été 1912 sera le dernier où le petit Alexei jouera comme un enfant normal. Bientôt, on ne pourra plus cacher sa maladie. Quand l'enfant est né avec cette maladie, on savait qu'elle lui avait été transmise par sa mère. Elle qui avait tellement espéré un fils, le voilà enfin et il est hémophile. Cela l'a détruite. La nature avait donné 4 filles au tsar, comme pour lui dire « Attention, n'essayez pas ». À partir de ce moment-là, elle n'a plus pensé qu'à une seule chose, qu'il survive et qu'il règne un jour. La maladie d'Alexei va jouer un rôle fatal dans le destin de cette famille. Dans leur désarroi, Nicolas et Alexandra sont prêts à se raccrocher à n'importe quel espoir de guérison. La première mention d'un sauveur pour leur fils figure dans le journal de Nicolas. Elle date de 1905. Nous avons fait la connaissance d'un homme de Dieu. Son nom est Grégory, originaire de Tobolsk. Cet homme de Dieu, c'est Raspoutine. Lorsqu'il arrive à Saint-Pétersbourg, sa réputation d'hypnotiseur, de mage et de guérisseur l'a précédé. Le tsar et l'impératrice étaient intrigués par cet homme que ma grand-mère leur avait amené. Ma grand-mère et sa sœur voyaient en lui un de ces guérisseurs typiquement russes. Elles se sont dit qu'il pourrait être intéressant pour le tsar et l'impératrice de le connaître. Elles n'ont jamais imaginé que ça deviendrait une relation aussi étroite, aussi exclusive. Pour Nicolas et Alexandra, Raspoutine était l'image même d'un tsarets, ces saints hommes de la tradition russe. Et c'est Dieu qui le leur avait envoyé pour répondre à leurs prières. Alexandra tenait à ce que son fils mène la vie la plus normale possible. On lui adjointe un compagnon de tous les instants, un marin appelé Derevenko, un véritable garde du corps chargé de le protéger contre tous les dangers. Alexei est un enfant plein d'énergie et turbulent qui ne comprend pas pourquoi il n'a pas le droit de jouer comme les autres enfants. Mais la moindre chute, la moindre égratignure peuvent provoquer une hémorragie. En grandissant, Alexei est de plus en plus menacé par son hémophilie qui met sa vie en danger. C'est alors, quand les médecins reconnaissent leur impuissance, que le mystérieux guérisseur entrait en scène. Au mépris de la science médicale officielle, Grégory Raspoutine, par sa seule présence et des mots apaisants, faisait du bien à son malade. Pour la tsarine, Raspoutine devient la seule bouée de sauvetage auquel son fils peut s'accrocher.
Par contre, l'opinion publique le rejette de plus en plus violemment. Mon père l'a vu se précipiter à un balcon où il s'est livré à une forme d'exhibitionnisme sans ambiguïté. Il a entrepris, j'ignore si on est intervenu pour l'interrompre, d'exposer ses parties génitales, en disant, paraît-il, « Voici ce qui dirige la Russie. » C'est ainsi. À Saint-Pétersbourg, sa mauvaise réputation est notoire. Les journaux publient des photos accompagnées de légendes explicites. Une romance chez les Romanov. Ou encore le cercle de famille. Ces photos le représentent le plus souvent entouré de femmes. Ce sont elles surtout qui l'admirent et sont subjuguées par son magnétisme. Mais en fait, il est rarement à Saint-Pétersbourg. Il passe beaucoup de temps en Sibérie dans son village natal de Prokoskoye, entre Tioumen et Tobolsk, où vivent sa femme et ses 3 enfants. Dans son village, sa réputation est également exécrable. Très tôt, on l'a accusé de voler des chevaux, de détrousser les filles et surtout de boire comme un trou. D'où son surnom de Raspoutine, du russe Raspoutnik, le débauché. Ses ennemis profitent de ses absences de la capitale pour dénoncer sa conduite. Armé de photos compromettantes, Rouziansko, le président de la Douma, demande audience au tsar. Je lui ai dit, voilà l'homme qui est chargé de veiller sur le tsarévitch. Je vous supplie de bannir ce personnage douteux de la cour. Le tsar s'est tu un long moment, puis a fini par dire non. C'est une promesse que je ne peux pas faire. Mon grand-père n'aimait pas Raspoutine. Il savait tout de lui. Il avait épluché sa vie. Il avait les moyens de le faire. Pour lui, c'était un esprit diabolique et aussi, bien sûr, un imposteur. Un personnage de tragédie qui n'a jamais été moine.